Véronique Fayet, vous êtes présidente du Secours catholique. Éric Salobir, président du think tank Optique. Bonjour. Et vous venez d'écrire un livre, Dieu et la Silicon Valley. Et puis tout un programme. Et puis Dominique Lang, donc assomptionniste. Donc nous avons un dominicain, pardon, je ne l'ai pas dit, et un assomptionniste. Assomptionniste et journaliste au Pèlerin. Et vous avez un blog très intéressant que je vous conseille d'aller voir, Église et écologie. Alors peut-être d'abord Véronique Fayet, donc présidente du Secours catholique. Alors j'ai dit que voilà, la pauvreté, c'était un de ces domaines où on se dit il n'y a rien à faire. Et je crois que vous m'avez dit, mais justement, moi j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur l'engagement par rapport à ça. Alors allez-y. Oui, alors bonjour. Et effectivement, oui, la pauvreté fait peur. Soit les chiffres nous glacent, soit ils nous laissent indifférents par leur démesure. En fait, si je vous dis, par exemple, qu'il y a 2 milliards et 800 000 personnes dans le monde qui vivent avec moins de $2 par jour, c'est presque la moitié de la population mondiale. Bon ben voilà, vous êtes effarés. Si on dit qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, on se dit bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Et de même en France. Il y a des chiffres qui circulent depuis quelques semaines qui disent qu'on n'est pas loin des 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Seuil de pauvreté, c'est-à-dire? Le seuil de pauvreté, alors entendu par l'INSEE, défini par l'INSEE et qui permet d'arriver à ce chiffre de 10 millions, c'est 60% du revenu médian. Voilà, donc c'est 1 000 € par unité de consommation pour être très précis. Voilà, donc c'est une pauvreté relative en France, mais c'est quand même une vraie pauvreté. Donc en fait, c'est le visage des pauvres qui fait peur. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire bonjour. On peut dire bonjour. Je me souviens d'un SDF qui nous disait, enfin un homme qui était très souvent dans la rue, et qui nous disait, mais je vois des centaines de visages, mais jamais un regard. Voilà, donc un petit geste quotidien, ça peut être juste de s'arrêter, regarder les yeux dans les yeux, dire bonjour, demander le prénom, nommer. C'est plus un SDF, c'est Bruno, c'est Thierry. Avoir un petit bout de conversation, déjà, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, il y a des centaines d'occasions, si on regarde bien, de s'engager à côté de chez soi dans des associations. Il y a des repas partagés, il y a des jardins partagés, il y a des associations formidables comme JRS Welcome qui abrite, qui héberge des migrants chez soi. Donc il y a des millions, des milliers peut-être, soyons modestes, des milliers de propositions qui existent. Donc, mais il faut un petit peu peut-être se prendre par la main. Il faut vouloir cette culture de la rencontre dont le pape parle à temps et à contre-temps. Il faut les rencontrer en fait. Voilà, la première des choses, c'est ce qu'on expérimente au Secours catholique, c'est la rencontre d'une personne. Ce n'est pas les migrants, les pauvres, ceux-ci ou ceux-là, ce ne sont pas des entités abstraites, ce sont encore moins des chiffres, mais ce sont des personnes, et c'est ça qui provoque le déclic. Et même Jean Rodin, Monseigneur Rodin, donc, qui est le fondateur du Secours catholique, à un moment de sa vie, il s'est aperçu qu'il devenait un petit peu trop administratif, qu'il était pris dans la logistique, dans des affaires importantes, etc. Et donc il s'est obligé, chaque semaine, à rencontrer une personne pauvre, une personne âgée, un malade à l'hôpital, à visiter un prisonnier, voilà. Et il dit après quelque chose d'extraordinaire et que j'aime beaucoup, il dit « Ces personnes m'apprennent le courage ». Donc déjà, c'est un premier point de se dire que ces gens qui sont dans les grandes précarités, il faut d'abord voir leur courage. Et puis, il dit « Ils ouvrent des brèches dans mes mesquines murailles ». Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase parce qu'on s'entoure tous de murs. Les murs de la peur qui nous protègent des pauvres, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous fait peur. Eh bien, il faut ouvrir des brèches. Et la rencontre d'une personne qui est en difficulté, d'une personne qui est migrante, d'un prisonnier, ouvre des brèches et donc par les brèches le soleil, donc l'amour peut rentrer. Donc vraiment je crois qu'il faut qu'on ose cette rencontre. D'abord c'est le premier pas, oser cette rencontre, oser la tendresse même. Le pape dans Fratelli Tutti a un très beau passage sur la tendresse. Il dit les plus petits doivent susciter notre tendresse, ils ont le droit de prendre possession de notre cœur, de notre âme, ils sont nos frères. Voilà. Et cette tendresse, c'est le déclic, parce que justement, à partir du moment où on se sent frère de quelqu'un dont on connaît le nom, dont on connaît un petit bout de vie, eh bien, ça pousse à agir, puisque pour ses frères, on veut la justice.
Forcément, on n'accepte pas que son frère soit dehors à la rue, qu'il soit humilié, qu'il soit brutalisé. On a vu des images encore terrifiantes cette semaine de l'évacuation d'un camp à Saint-Denis, mais à Calais, c'est tous les jours. Donc des hommes, des femmes qui sont brutalisés, des enfants parfois qui sont gazés. Voilà, donc une violence qui est un peu paroxystique autour des migrants malheureusement, mais qui est aussi une violence ordinaire. On a fait une enquête sur les budgets des ménages donc rencontrés par le Secours catholique, et donc on voit que les gens sont face à des choix impossibles parce que il leur reste pour vivre si peu qu'une fois qu'ils ont fait les dépenses alimentaires, d'hygiène et de vêtements, il ne reste rien. Et par exemple, il ne reste rien pour les enfants. Donc un enfant est coupé de relation parce qu'il ne peut pas aller à l'anniversaire d'un petit copain, parce qu'il ne peut pas acheter le cadeau, il ne peut pas rendre la politesse. Donc voilà, donc ça c'est une violence très très ordinaire, mais quand même très dure à vivre pour un enfant de ne pas avoir de relation sociale normale. Donc voilà, donc la rencontre, elle nous pousse à réagir. La fraternité et l'amitié avec les pauvres, le pape aime beaucoup aussi ce terme d'amitié, ça nous pousse à l'intranquillité et ça nous donne envie d'agir. Voilà. Et donc voilà, alors il faut agir individuellement, de mille manières. Il y a des gens qui donnent tout simplement aux associations. Quelqu'un qui peut pas sortir de chez lui parce qu'il est très âgé ou handicapé, il va faire un chèque de 10 euros, de 20 euros. Et on avait un très beau slogan au Secours catholique il y a quelques années qu'on aurait dû garder. Donner, c'est déjà agir. Alors donner, s'engager dans une association de quartier, participer à des manifestations citoyennes, s'informer aussi. Essayer de comprendre le monde, pourquoi il y a cette pauvreté. Voilà, je crois que c'est des déjà par son action individuelle, finalement, on s'engage d'une certaine manière. Absolument. Moi, j'avais noté dans les petites actions individuelles les engagements, payer ses impôts. Eh oui, payer ses impôts. Dans un pays où la fraude est un sport national, où on veut optimiser, la frontière est assez ténue parfois entre l'optimisation et la fraude, eh bien ne pas payer ses impôts ou essayer d'esquiver, ne pas déclarer, le jardinier, le petit entrepreneur qu'on paye au noir, bon, tout ça c'est bien sympathique, bien, c'est un vol pour l'État. Et après, il ne faut pas s'étonner que l'État nous dise « Ah, mais on n'a pas d'argent pour des politiques sociales, il faut être cohérent. » Donc voilà, ça commence par des petits gestes très simples, voilà, des gestes très simples, individuels, à la portée de chacun. Voilà. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, et ce qui donne du courage, c'est de passer à des engagements collectifs, avec des petits gestes aussi, mais qui parfois deviennent politiques. Si j'ai le temps, Vous avez le temps. Non, je n'ai peut-être pas le temps de vous raconter l'histoire de Soumoulou. Si, il y a le temps. À Soumoulou, c'est un petit village qui est pas très loin de Lourdes. Il y avait une équipe du Secours catholique qui avait organisé une petite distribution alimentaire assez classique, jusqu'au jour où la bénévole a eu l'idée de réunir tous les bénéficiaires de cette aide, des gens qui venaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, donc certains justement étaient vraiment très honteux de ça. Elle les a mis autour de la table et elle leur a dit simplement, au fond, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vivez cette distribution? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Eh bien, juste de poser cette question, ça a fait basculer ce qui était une aide alimentaire assez ordinaire vers un groupement d'achat, un jardin partagé, dans lequel les personnes les plus humiliées, notamment je me souviens d'un homme qui vivait ça comme une honte et qui est maintenant devenu l'acheteur, si je puis dire, du groupe, qui négocie avec les agriculteurs, etc. Voilà. Et donc c'est juste une attention à l'autre, dit qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton désir? Et au fond, dans l'Évangile, c'est sans arrêt comme ça. Jésus nous dit, mais chaque fois qu'il rencontre un homme ou une femme, il lui dit, mais que veux-tu? Quel est ton désir? Voilà. Donc, aller jusqu'à cette attention à l'autre, au plus petit, au plus fragile, et pour agir ensemble. Voilà. Et là, donc, on rentre dans une action collective qui est déjà une action politique. Et là aussi, le pape le souligne à plusieurs reprises dans Fratelli Tutti. Je ne le cite pas parce que voilà, ça serait peut-être trop long, mais je vous invite à aller le lire au numéro 180. Voilà. Comment le pape dit un petit geste qui a une action sur le bien commun, petit geste collectif, eh bien c'est déjà un geste politique. Mais ça ne suffit pas. Enfin, est-ce qu'il faut aussi passer à l'action politique? Parce que oui, alors, le Secours catholique fait beaucoup d'actions politiques finalement. Bien sûr, il y a cette dimension politique est extrêmement importante, même si voilà, la charité pratiquée collectivement qui s'invite dans l'espace public, c'est un geste politique. Alors effectivement, comment est-ce que, si on veut s'engager
politiquement, il faut qu'on se pose la question de comment on veut transformer le monde ensemble. Et au fond, qui veut un monde plus juste ? Est-ce qu'on peut... Peut-être que tout le monde ne veut pas un monde plus juste, il faudrait peut-être en discuter. Et comment on peut vaincre nos peurs par rapport aux migrants, nos peurs par rapport aux pauvres, pour agir ensemble. Et comment donc on va petit à petit transformer l'opinion publique et transformer les hommes et les femmes politiques, parce que les hommes et les femmes politiques, ils sont à l'image de l'opinion publique, et si l'opinion publique a un rejet massif des migrants, des pauvres et de toutes ces catégories de population qui nous dérangent, eh bien les hommes et femmes politiques seront en général pas forcément beaucoup plus vertueux. Donc cette transformation de l'opinion publique, elle est de notre responsabilité et elle nous questionne, nous. Par exemple, si on prend la question du revenu de base que le pape François a lancé dans le débat. Revenu universel, voilà. Revenu universel de base. Alors effectivement, c'est une magnifique idée dans lequel le pape dit ça repose sur deux choses. D'une part, mettre les gens en sécurité. Et d'autre part, par ce revenu de base, reconnaître les tâches nobles, il les appelle comme ça, que tout un chacun fait pour la société. S'occuper des enfants, s'occuper d'une personne âgée, s'engager dans du bénévolat, voilà, souvent c'est pas reconnu, mais c'est une contribution réelle au bien commun. Donc il a deux piliers très forts, le pape. Alors ça rejoint effectivement ce que le Secours catholique essaye de porter en ce moment en France. Un revenu minimum garanti pour les plus fragiles, donc qui soit plus important que le RSA aujourd'hui à 500 €. Non seulement 500 €, c'est pas un revenu digne pour vivre, mais en plus, 30% des gens qui devraient le toucher ne le demandent même plus parce que c'est trop compliqué, ils ont été sanctionnés, ils ont perdu les papiers, voilà. Donc ils sont sans aucune ressource. Donc arriver à ce que tout le monde ait un revenu minimum qui mette en sécurité, qui permette d'envisager l'avenir, de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur d'être expulsé, de ne pas avoir peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, voilà. Et notamment pour les jeunes. Parce qu'on voit aujourd'hui avec la crise que les jeunes sont particulièrement menacés, particulièrement malmenés. Et donc, est-ce qu'on est prêt collectivement à faire un investissement d'avenir en disant il faut que les jeunes aient un accompagnement vers l'emploi, la formation, etc., un soutien avec une allocation qui leur permette de manger, de se loger. J'ai encore eu l'autre jour un témoignage d'une dame qui était affolée parce qu'il y avait 4 jeunes de 19 à 22 ans qui dormaient à 4 dans une voiture sur le parking du village. Elle disait, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc on ne peut pas laisser les jeunes s'abîmer. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour ce revenu de base ? Beaucoup vont vous dire ah ben non, ça va encourager la paresse, donner un revenu, c'est encourager la paresse, etc. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on ouvre le dialogue entre nous, dans nos communautés chrétiennes, mais aussi essayer de dialoguer avec les personnes les plus pauvres, avec ces jeunes en difficulté qui vivent dans leur voiture. Invitons la JOC, invitons d'autres mouvements d'église pour voir finalement qu'est-ce qui est acceptable pour nous. On a tous des réticences, on a le droit d'en avoir, on a des réserves, un revenu universel pour tous les jeunes, est-ce qu'on est vraiment convaincu ? Donc vaincre nos propres peurs, nos propres résistances, confronter, dialoguer. Et là aussi, dialoguer, le pape y consacre un chapitre entier. C'est une manière de s'engager, en fait, de dialoguer. C'est une manière de s'engager et d'essayer d'embarquer la société et de voir par quelle peur la société est traversée, par quelle résistance, et comment, ensemble, on peut construire un monde en fait, qui soit plus juste, qui soit plus fraternel et qui fasse de la place à tout le monde et qui, par une juste répartition des richesses et notamment par l'impôt, permettre à chacun de vivre en sécurité. Mais on est interrogé là-dessus comme citoyen et on a, je pense, le devoir de s'interroger et de contribuer à ce débat en instaurant des lieux de dialogue pour faire progresser ces idées, pour voir comment on peut avancer sur plus de justice. Et donc, voilà, ces mots de fraternité, d'amitié sociale, de dialogue, de charité politique, de dignité, tout ça, c'est le fil rouge de Fratelli Tutti. Alors, si je ne vous ai pas envie
si je ne vous ai pas donné envie vraiment de vous engager, si j'ai manqué ma cible, j'espère que je vous ai donné envie en fait de lire Fratelli Tutti, parce que là aussi c'est un beau texte à partager qui peut nous faire avancer et qui peut nous donner des pistes d'engagement. Pour finalement faire le lien entre un engagement de terrain, une rencontre sur le terrain, et puis un engagement plus politique, on aurait besoin de ces lieux de dialogue dans l'Église pour discuter un peu de qu'est-ce qu'on demande comme citoyen, et voilà, pour faire un peu le passage entre les deux. Il ne faut pas rester seul. Voilà. Les questions sont tellement énormes qu'il ne faut pas rester seul. Il faut avoir des groupes où on réfléchit ensemble, on partage, on relie des actions qu'on a menées ensemble. C'est très important, je pense. Et donc, effectivement, dans l'Église, on sait faire normalement, en paroisse, en communauté, on sait faire. Merci beaucoup, Véronique. Alors, il ne faut pas rester seul, seul aussi face à la technique, à la technologie, Eric. C'est vrai que c'est pareil, on a le sentiment là qu'on est complètement englouti. Non seulement englouti, qu'on n'a pas la manière de réagir par rapport à ça, mais qu'en plus, ils nous engloutissent, ils prennent nos données, ils nous manipulent. Voilà. On a quand même un rapport un peu conflictuel aujourd'hui par rapport à toute cette technologie. Alors c'est vrai, Isabelle, je pense qu'on a cette dimension un peu l'impression d'être face à Big Brother, quoi. C'est toutes les dystopies. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais c'est pas complètement vrai, et c'est pas non plus complètement inéluctable. Moi, c'est ça, je pense qu'il faut surtout comprendre, c'est que finalement, la technologie, elle est aussi ce qu'on en fait. Et c'est pas seulement la technologie qui nous façonne, c'est aussi nous qui façonnons la technologie. Et je pense qu'effectivement, on est dans un contexte où cette technologie, elle transforme notre société, comme je pense ça ne s'est jamais produit depuis des siècles. Et c'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution cognitive. Moi, je la rapproche de l'invention de l'écriture ou des caractères d'imprimerie. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement fort. En parallèle, on voit, et on l'a vu de façon tragique cette année, que cette technologie, aussi coûteuse et sophistiquée soit-elle, elle ne nous a pas protégés contre le virus. Et on avait l'impression qu'en fait, une pandémie, c'était bon pour les pays émergents. Et puis on a pris ça en pleine figure, premier confinement, deuxième confinement. Et finalement, on se rend compte que on est un peu bloqué par rapport à ça, et on se demande un peu qui est responsable, comment est-ce que c'est possible. Et peut-être que justement, notre rapport aux technologies a contribué à ça. C'est-à-dire qu'aller chercher des ressources naturelles toujours plus loin au mépris des espèces locales, aller recycler les choses au bout du monde dans des conditions qu'il vaut mieux pas trop imaginer. Le trafic aérien a doublé entre 2006 et 2013. Donc, quelque part, on est dans un monde qui peut être, d'un certain côté, et c'est un technophile qui dit ça, mais qui s'emballe un peu. Et à un moment, peut-être que notre rapport à la technologie, il est partie prenante de la difficulté. Et donc, peut-être qu'à un moment, on a trop misé sur notre capacité à gérer la complexité. C'est-à-dire, vous savez, l'intelligence artificielle, la robotique et tout, ça génère des chaînes d'approvisionnement toujours plus longues, toujours plus complexes et toujours plus efficientes. Donc, c'est des produits moins chers, etc. Le problème, c'est que quand ça se grippe, tout se bloque. Et quand ça se bloque, où est la résilience ? La seule résilience, c'est l'humain. Et là, on voit effectivement que les questions de technologie sont avant tout des questions humaines. Le résultat, celui qui est en bout de chaîne, c'est quand même toujours l'humain. Donc voilà, nous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la licorne, vous savez, cette start-up à succès, soit pas terrassée par le pangolin ? Comment on peut faire en sorte qu'à un moment, la technologie, elle fasse partie de la solution ? Donc voilà, c'est un peu là-dessus, je pense qu'il faut réfléchir. Et je pense que si notre modèle a montré ses limites, peut-être qu'il faut le rebâtir de façon radicalement différente. Et je pense que ce modèle qu'on doit reconstruire, peut-être qu'on ne pourra le reconstruire que si on fait le deuil de notre toute-puissance technologique. On est, surtout le Nord-Occident, on a quand même l'impression qu'on a une forme d'hubris de toute puissance de la technologie. En fait, on a vu qu'elle ne nous protégeait pas. À un moment, il faut accepter de dire que cette technologie, ce n'est pas un totem. C'est amusant de voir qu'il y a eu la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Immédiatement, on a créé une application, on a utilisé un drone, on a utilisé un machin. Enfin, nos réponses, elles sont technologiques. Mais en parallèle, moi, je pense qu'elles sont aussi marquées de chamanisme, de pensée magique. C'est-à-dire, la technologie, mais c'est un peu ma tablette, j'ai mes notes dessus, je la place en face de moi et j'attends quelque part qu'elle me protège contre l'adversité. Et en faisant ça, on se met sous la coupe de cette technologie. Alors, on ne va quand même pas jeter toute la technologie, c'est pas vous qui allez me dire ça. Bien au contraire, mais je pense que justement, ce qu'il faut, c'est la reprendre en
main, c'est un rapport différent. Et ce rapport différent, il va nous permettre de bâtir un modèle qui sera à la fois plus équitable et plus soutenable. Donc plus équitable, ça veut dire qu'il place plus l'humain au cœur du développement de ces technologies. La technologie, finalement, elle n'est que la porte ouverte vers cet humain. Et puis plus soutenable parce que quand on regarde, on se rend compte que l'impact environnemental de ces technologies, aussi belles, aseptisées et lisses soient-elles, en fait, il est assez important. Et donc voilà, moi, je pense que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un peu 3 super-pouvoirs, je dirais, mais des vrais super-pouvoirs. Des super-pouvoirs. Et c'est vrai que on évoquait précédemment cet après-midi la figure du colibri, et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde de la technologie, quand on voit qu'une société comme Apple, sa capitalisation boursière, c'est quasiment le PIB de la France, quand on voit que ces technologies, elles changent à toute allure, qu'on a du mal à les comprendre, que même les acteurs de technologie ne les comprennent pas complètement ou ne les maîtrisent pas complètement, on peut se sentir dépassé. Mais en même temps, moi je prendrais plutôt une autre analogie, c'est l'analogie du banc de poissons. Vous savez, ces tout petits poissons qui se sentent extrêmement vulnérables et qui fonctionnent en groupe. Et en fait, en banc de poissons, on est extrêmement fort. C'est un peu comme le nuage de sauterelles. Enfin, celui qui a lu le livre de l'Exode ou vu le prince d'Égypte, ça revient au même, mais au moins pour ça revient au même. On voit bien qu'une sauterelle, c'est extrêmement fragile. Une nuée de sauterelles, c'est dévastateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut Et alors, tous s'ennuyer? Pour moi, nos 3 super-pouvoirs, c'est d'abord le pouvoir du consommateur. Je pense qu'il faut s'informer et il faut apprendre à consommer en accord avec nos convictions. Et je pense que un point qui est important, par exemple, un exemple, c'est l'exemple de Yuka. Vous savez, cette application qui permet de connaître la composition des produits. Alors, elle est décriée sur, je ne sais pas, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est équitable, etc. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'utilisation de cette application a déjà entraîné le retrait des rayons des supermarchés de centaines de produits, ce qu'un gouvernement n'aurait jamais obtenu. C'est une application qui permet, qui permet finalement, en mettant l'application, en scannant le code barre, de savoir toute la composition et si c'est dangereux ou pas pour vous. Exactement. Et si c'est dangereux, si c'est bon pour la santé, etc. Et en fait, c'est tout bête, mais ça donne un pouvoir aux consommateurs. Cette information, elle donne un pouvoir extrêmement fort. Et en fait, je pense que ce super pouvoir du consommateur, il ne faut pas le sous-estimer. En fait, une entreprise n'existe que si elle a des clients. Et finalement, un produit, il n'est à vendre, ou même un service gratuit, un réseau social gratuit, il n'existe que si les gens vont dessus. Donc à nous de dicter ce qu'on a envie d'en faire. Et je pense qu'effectivement, si on revient à cette dimension d'environnement, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure avec un vrai expert, mais c'est intéressant de voir que ces technologies qui paraissent très aseptisées, on dit en moyenne, une technologie, elle consomme 34 kilos de matière déplacée pour 100 grammes de technologie. C'est-à-dire que dans un ordinateur, il y a 240 kilos de combustible fossile, il y a 22 kilos de produits chimiques, il y a 1,5 tonne d'eau qui sont utilisés juste pour fabriquer un simple ordinateur. Et quant à la consommation électrique, alors il y a celle de tous les produits qu'on laisse brancher toute la journée, mais il y a aussi la consommation du service lui-même. Quand vous envoyez un email avec une pièce jointe, c'est comme si vous laissiez une ampoule branchée pendant 24 heures. Si vous regardez 1 heure de vidéo en streaming sur votre téléphone, ça équivaut à la consommation de votre réfrigérateur pendant toute une année. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être économe et consommer nécessaire. Donc ça, c'est notre premier super pouvoir, je dirais, qui est celui du consommateur. L'autre super pouvoir, un peu en parallèle, c'est celui de l'investisseur. Et l'investisseur, il n'y a pas besoin d'être Bill Gates pour investir. Je veux dire, le nombre de gens qui nous regardent, qui sont des épargnants, tous ces épargnants, la façon dont ils épargnent, ça dit quelque chose et ça a un pouvoir collectif. Par exemple ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous utilisez ou si vous achetez des SICAV ou des OPCVM qui n'investissent que dans des entreprises responsables, et il y en a de plus en plus, vous allez diriger le flux de capitaux vers ces entreprises qui peuvent être des entreprises à raison d'être, comme ça se fait de plus en plus, ou des entreprises qui acceptent de respecter un certain nombre de normes. On travaille en ce moment, c'est l'un des chantiers de Tech for Good, l'initiative du président Macron, sur la dimension inclusive des technologies. Comment on fait en sorte d'avoir des critères assez concrets qui permettent de savoir si une entreprise utilise la technologie pour favoriser l'inclusion de ses collaborateurs, de ses clients ou pas.
Par exemple, donnez-moi un exemple. Alors, en fait, souvent, on a l'impression que l'inclusion des technologies, c'est plutôt l'inclusion dans les technologies. Par exemple, l'accès. Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous savez vous en servir? Est-ce que vous avez une connexion Internet? C'est la base. Mais une fois que vous avez accès à la technologie, est-ce que vous êtes équitablement traité, par exemple? Est-ce que, en fonction de votre code postal, de plein de choses, vous allez être traité de la même façon par l'algorithme qui va vous octroyer ou pas une place à l'université, un crédit bancaire, etc. Ça peut être décisif dans la vie d'un individu. Ça, c'est quelque chose qui est ou non facteur d'intégration, on va dire. Et puis, ensuite, je pense qu'il y a cette intégration, cette inclusion par la technologie. La technologie, elle peut donner du pouvoir. Et ça, c'est un point important. En entreprise, il y a un peu deux façons d'utiliser la technologie. Soit vous dites en ce moment les taux d'intérêt sont bas, je peux acheter du matériel facilement, ça coûte pas cher, je vais plutôt remplacer un maximum d'employés par de la technologie. Ça, je pense que c'est la solution la moins créative et la plus dévastatrice. Soit vous dites je vais donner du pouvoir, c'est le empowerment, je vais donner du pouvoir à mes salariés, je vais donner du pouvoir à mes collaborateurs, c'est un espèce de collaborateur augmenté, débarrassé des tâches embêtantes, qui peut faire des choses plus intéressantes. Et bien là, vous augmentez l'employabilité de la personne, vous augmentez ses perspectives de carrière, vous diminuez le risque que cette personne un jour sombre dans la pauvreté, se trouve exclue. Ça, c'est des bons exemples. Donc voilà, je pense que là, on a ce pouvoir tous, à la fois de consommateurs et d'investisseurs, mais ça demande de se changer. À un moment, il faut accepter de se transformer soi-même pour transformer le monde. Parce qu'il faut changer notre façon de consommer, notre façon d'épargner, notre façon d'être. Et peut-être que notre troisième super pouvoir, si je puis dire, c'est le pouvoir de citoyen. Parce que finalement, on vote, on s'engage et à un moment, on transforme aussi la société. Et je pense qu'on est dans une société qui est quand même pas mal secouée par ces technologies numériques. C'est clair qu'on a parlé beaucoup des fake news, on a parlé des manipulations lors des campagnes électorales, on a parlé de la dissémination de discours haineux, d'appels à la violence, et on voit le mal que ça fait à nos démocraties. Et puis on voit, encore une fois, pour revenir à ce contexte de pandémie, que finalement il y a un seul pays qui s'en est tiré. Paradoxalement, c'est la Chine. Mais la Chine, elle a utilisé un pouvoir politique extrêmement fort pour imposer des technologies. Et quand nous, on en était à se demander s'il fallait ou pas télécharger tous anti-Covid, eux, ils avaient des drones qui venaient prendre la température par la fenêtre. C'est pas forcément un idéal, ça. Mais justement, ça m'a fait peur. Non, mais justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que paradoxalement, on peut tous ces éléments-là sont des éléments qui fragilisent nos démocraties. Parce que ça peut donner l'impression que finalement, un régime fort est une meilleure solution. Moi, je ne le crois pas. À terme, je pense que ce n'est absolument pas le cas. Simplement, la tentation est là de plus en plus. Écoutez les discours politiques un peu partout, de dire que finalement, un bon tour de vis sur la sécurité numérique, un bon tour de vis sur le contrôle, ce serait peut-être pas mal. Et moi, ma question, c'est si on a le choix, on va dire, entre deux modèles, qui est d'un côté un modèle libertarien, d'une économie libérale des grandes plateformes américaines, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas forcément notre modèle. Et de l'autre côté, un capitalisme d'État qui nous arrive par les routes de la soie depuis une Chine qui dit qu'elle a vaincu le virus, moi, il n'y en a aucun des deux qui me satisfait pleinement. Le premier, pas vraiment, le second, pas du tout. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on envisage un troisième modèle? Et là, je pense que l'un des pouvoirs qu'on a, c'est le pouvoir de s'engager, mais aussi le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de débattre. Le dialogue dont vous parliez, c'est celui-là aussi. C'est de dire quel projet on veut à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Quelle société voulons-nous? Dites-moi quelle société vous voulez et je vous dirai de quelle technologie vous avez besoin. Au fond, c'est ça. Et je pense que dans ce contexte-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On a énormément à inventer, beaucoup à fabriquer, et pour avoir justement ce modèle-là. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier, et je terminerai peut-être par ça, que les technologies sont des productions de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un côté, on les produit, et de l'autre côté, quand on les utilise, elles nous fabriquent en retour, elles nous transforment. En fait, on est un peu produit par nos produits. Et ça a toujours été comme ça. Et en fait, la question, c'est plus on met d'humanité dans une technologie, plus elle nous le rendra, plus en retour, elle va nous humaniser. Et donc peut-être que c'est ça. Nous, au sein du think tank Optique, on travaille beaucoup sur la notion de ethic by design. Comment on peut, dès l'origine, dès la conception des technologies, faire en sorte qu'elles aient un respect de l'humain et un respect de l'environnement. Mais si on fait ça, en retour, on est humanisé par ça, on est transformé. Et si vous ne croyez pas qu'on peut faire ça en tant qu'individu, comme je vous ai dit, si vous ne croyez
voyais pas dans ces 3 super pouvoirs. Moi, je prendrais juste l'exemple, en 1955, je crois, d'une femme noire qui a juste refusé de se lever dans un autobus. Juste ça. Elle était juste usagère des transports, c'était une simple citoyenne, elle n'avait aucun pouvoir. En faisant ça, en un jour, Rosa Parks a précipité la chute du système ségrégationniste aux États-Unis. Et bien ça, je pense qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen et en tant qu'investisseur, on peut être les Rosa Parks des technologies. Merci beaucoup, et puis ça nous rassure. On va repartir avec nos 3 super pouvoirs et on va pouvoir défier Apple et Google et toutes ces grandes plateformes. Alors voilà, maintenant le pouvoir par rapport à l'environnement, Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a tout à l'heure dans la première table ronde, enfin avec Cynthia Fleury, il y a eu une question de téléspectateurs qui nous ont dit mais est-ce qu'il faut qu'on se sente coupable finalement, nous, notre génération, on a pollué, on a tout faux, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que finalement on a encore notre mot à dire vu ce qu'on a fait avant ? Alors voilà, il y a ce sentiment un peu de grande culpabilité d'un certain nombre de gens par rapport à un modèle de croissance auquel ils ont cru. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que la culpabilité peut être une source d'humilité et donc est nécessaire. Peut-être qu'on ne se sent pas assez coupable justement et qu'on s'arrange assez vite avec nos comportements ou les conséquences d'un certain nombre de nos choix. Bien sûr, il y a ce sentiment de culpabilité qui peut être un peu pervers, qui peut nous décourager ou qui peut nous enfermer dans un rapport à l'autre et à Dieu très détérioré, très culpabilisant à l'excès. Ça, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais reconnaître que nos actes ont un poids, des conséquences, notamment sur ces questions d'écologie, puisque c'est autour de ça que j'ai envie de réfléchir avec vous, c'est évident. Et que certaines générations puissent se rendre compte que des choix qu'elles ont faits à un moment donné a un impact sur les générations suivantes, ça aussi c'est évident. Il faut avoir cette responsabilité-là, sinon on va toujours considérer que responsable n'est pas coupable. Alors ça nous a tous scandalisés quand des responsables politiques nous ont essayé de nous faire avaler ça, qu'on pouvait être responsable sans être coupable. À un moment donné, au niveau de l'éthique, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Quand on est responsable, on accepte qu'on puisse se tromper ou qu'on n'a pas vu les conséquences des choix et on le reconnaît. Et on peut demander pardon. Peut-être que c'est difficile pour des responsables politiques, mais pour des chrétiens, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué de reconnaître qu'on ait pu se tromper. Donc sur ces questions d'écologie, il faut reconnaître qu'il y a eu des dérives et l'état de notre planète aujourd'hui nous laisse quand même entendre qu'il y a un certain nombre de choix dont on n'a pas vu les conséquences. Et il y a tout un ensemble de gens qui avaient saisi ça avant l'heure, des jeunes générations, souvent, pas que, ça n'appartient pas qu'aux jeunes, mais c'est souvent là que ça se passe, qui ont saisi que la société de consommation des années 60, les choix industriels des années 80, les dérives financières des années 2000, etc., étaient des choix qui avaient des conséquences tellement massives, et en l'occurrence plutôt négatives, même si en apparence ça a amélioré nos niveaux de vie. Ces gens-là nous ont sensibilisés à cette part un peu d'ombre de nos sociétés. Alors, en France, c'est compliqué parce que l'écologie est surtout une écologie politique. C'est elle qui occupe un peu le champ de pensée. Et elle est marquée politiquement, plutôt à gauche. Elle est travaillée philosophiquement et intellectuellement par un certain nombre de penseurs qui sont dans des idéologies assez claires, enfin en tout cas bien marquées. Et ce qui fait que c'est assez clivant souvent, notamment pour les communautés chrétiennes, qui ne sont pas toutes à gauche. Certaines se sentent plutôt à droite, en tout cas individuellement, les chrétiens ne sont pas tous à gauche ou tous à droite. Il y a toute une palette de positionnements, et c'est très bon ainsi. Mais en tout cas, si l'idéologie avec laquelle vous dialoguez est plutôt à gauche et que vous ne l'êtes pas, évidemment, c'est clivant. Et donc l'écologie à la française a souvent fait peur. Et alors, ce que je trouve intéressant, en tout cas moi, ce qui m'aide à réfléchir, c'est que la question, c'est pas tellement de dépasser ces clivages, c'est de reconnaître quelque chose qu'on ne travaille pas assez, je trouve, et peut-être dans tous les chantiers, ceux qu'on a nommés, sur la solidarité, sur la fracture numérique, c'est la place des générations. Et moi, c'est un exercice que je fais souvent avec les communautés que je rencontre pour discuter sur ces questions d'écologie. C'est quel est mon rapport au monde quand j'ai 80 ans ? Quel est mon rapport au monde quand j'en ai 60 ? Quel est mon rapport quand j'en ai 40 ou 20 ? Parce que quand vous avez 60 ou 75 ans et que vous devez penser la crise écologique, consciemment ou inconsciemment, vous savez que vous avez déjà vécu l'essentiel de votre vie et que donc vous projetez dans l'avenir. Et je souhaite à tous de pouvoir vivre longtemps et vieux, n'empêche que ça sera encore quelques années.
Et donc, vous pouvez être inquiet en partie de ce qui peut arriver, mais en gros, vous savez que vous ne subirez pas les conséquences d'un certain nombre de phénomènes qu'on nous annonce pour les 30 ou les 50 ans qui viennent. Alors que quand vous avez 20 ans aujourd'hui, quand vous êtes une Greta Thunberg ou de cette génération-là, et qu'on vous annonce ces catastrophes dont vous allez devoir prendre compte dans votre vie d'adulte, évidemment que ça a un impact psychologique beaucoup plus sévère. Et il ne faut pas s'étonner que ces générations-là sont plus en colère, ou plus revendicatives, ou capables de mobilisation beaucoup plus forte que des générations qui ont déjà vécu et qui ont déjà fait des choix personnels respectables et tout à fait compréhensibles. Donc voilà, quand on travaille cette question des générations, moi je trouve que ça libère des choses. D'abord parce qu'une deuxième chose, c'est que à partir du moment où on se pose la question, mais vous, à 20 ans, comment vous vous projetez dans l'avenir ? Les gens de l'après-guerre, la génération de mes parents, qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu une forme d'effondrement colossal, 70 millions de morts en 5 ans, en termes d'effondrement, c'est pas mal. Et ce sont donc des survivants. Tous ces gens qui sont autour de nous, qui nous ont transmis la vie, sont des survivants de ce conflit et qui ont été marqués psychologiquement par les bombardements, par la violence des conflits, etc. Et on a demandé à cette génération de reconstruire un pays détruit. Et ils l'ont fait. Et bien fait, parce qu'on n'a jamais arrivé à un niveau de vie aussi élevé que celui auquel on est arrivé en 30 ans. Donc évidemment, si je m'adresse à cette génération retraitée aujourd'hui, et que moi, jeune écologiste de 25 ans, qui lit Pierre Rabhi, et qui découvre émerveillé la sobriété heureuse, et que je dis à mes grands-parents, ah ben voilà, c'est ça mon choix de vie, la sobriété heureuse, je vais renoncer à un certain nombre d'outils informatiques, un certain nombre de choix matérialistes, etc. Il est fort à parier que la génération un peu aînée, la génération des gens de 80 ans, de cette génération-là, ne comprennent pas ce choix-là. Et parce que pour eux, la sobriété était une sobriété subie, une sobriété qui les a agressés. Et l'exemple type qui détend toujours un peu l'atmosphère, c'est quand on parle des toilettes sèches. Voilà, il suffit de parler de ça et tout de suite on voit, pour la génération de mes parents, les toilettes au fond du jardin dans lesquelles on allait avec un papier journal dans l'hiver et qui sentait mauvais, ça ne fait rêver personne. Et personne de cette génération n'a envie de revenir à ça. Personne. Et donc évidemment, le jeune qui, lui, met des toilettes sèches dans sa maison qu'il construit lui-même, c'est incompréhensible la plupart du temps pour la génération des aînés. Sauf s'ils prennent le temps de comprendre pourquoi ces jeunes le font. Et eux ne le font pas par nostalgie des toilettes ignobles qui étaient au fond du jardin, mais c'est par solidarité avec les plus pauvres, ne supportant pas qu'à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on évacue 5 ou 10 litres d'eau potable pour évacuer des besoins. Et que cette incohérence-là d'un système qu'on a mis en place à un moment donné, qui était un progrès matériel, parce qu'évidemment on a tous apprécié le fait de pouvoir une hygiène plus facile avec ces toilettes dans la maison, on n'a pas vu la part d'ombre de ce système-là, c'est qu'on utilisait de l'eau potable. Et ce qui est insupportable. Et il suffit d'accueillir chez soi des gens qui viennent d'autres pays où la question de l'eau potable est douloureuse, pour voir à quel point appuyer sur cette chasse d'eau est souvent une douleur pour eux. C'est insupportable pour eux. Voilà. Donc, si ces générations arrivent à se dire ça, si des gens de 80 ans arrivent à dialoguer avec les plus jeunes en disant « Ah oui, en fait, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. » Et les raisons de nos engagements, en fait, sont respectables à partir de ce moment-là. Même si moi, à 75 ans ou à 80 ans, je ne m'imagine pas devenir végane un jour, parce que j'ai vécu toute ma vie avec de la viande comme étant un progrès. Parce que quand on a eu faim pendant la guerre, pouvoir manger de la viande, c'était qu'on avait bien travaillé et qu'on s'en était sorti. Donc évidemment, manger de la viande aujourd'hui, pour des gens qui ont accueilli ça comme un progrès, c'est difficile de s'en passer. Mais qu'ils puissent comprendre que pour un jeune de 30 ou 40 ans, face à des abattoirs industriels qui sont d'une violence sociale, il ne faut pas oublier la dimension sociale de ces abattoirs, où on fait travailler des gens qui sont vraiment au bout de la chaîne de l'emploi, parce qu'on choisit rarement ce genre de métier durablement. Et bien, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que des générations plus jeunes disent « moi, je mange moins de viande » ou je renonce même parfois à manger de la viande. Si on arrive à se dire ça, alors je crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est tout le travail que j'essaie de faire dans les rencontres que je vis, de reprendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord de manière unanime pour agir. Et qu'au contraire, chaque génération fait sa part. Et que ce qu'une génération peut faire, ce n'est pas forcément ce qu'une autre va faire. Et que c'est très bien comme ça. Et que c'est probablement d'ailleurs comme ça que l'histoire se renouvelle. Que les processus de renouveau se font ainsi.
Et qu'en vieillissant, nous qui étions des jeunes fous 68 arts et qui rêvions à partir au Larzac pour révolutionner la société française, qui étions contre la guerre d'Algérie et qui étions contre l'armée dominante, et puis on s'est rendu compte qu'en fait on n'y arrivait pas parce qu'on est rentré chez soi et qu'on est devenu fonctionnaire. Et puis en vieillissant, finalement, on regrette, enfin on trouve c'est un peu ridicule ce qui s'est passé dans les années 60. Bah oui, c'était des révolutionnaires de gauche qui n'ont rien compris. On est resté frustré sur cet échec social. Maintenant, quand on voit des jeunes familles cathos qui veulent s'installer dans un presbytère pour faire un habitat groupé avec un jardin et des chèvres dans le jardin et des poules pour avoir des œufs frais pour leurs enfants, un réflexe assez intuitif, ça va être de décrier ce travail-là, de dire mais enfin, nous on a essayé dans notre jeunesse, ça ne marche pas, vous êtes ridicules, vous êtes comme les hippies des années 60. Ne faites pas du tout. Les jeunes qui aujourd'hui s'installent dans ces habitats groupés, dans ces éco-hameaux, rarement, il y en a quelques-uns, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des alternatifs. Ce sont plutôt des gens, même souvent très ordinaires, mais qui ont envie de redonner un sens à leur habitation, qui ont envie de donner un sens à l'alimentation qu'ils donnent à leurs enfants et un sens au fait de vivre avec d'autres et pas simplement individualistes dans des petits pavillons parfois un peu sordides. D'ailleurs, vous parlez souvent par rapport à l'écologie, je trouve que c'est intéressant, de lieux. Oui. Disons que c'est quand même comme ça qu'on peut commencer à faire des choses, c'est par des lieux. Alors tout le monde n'a pas envie effectivement d'aller vivre au milieu des poules, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des choses à faire pour avoir des lieux à dimensions différentes qui permettent d'avancer dans ce domaine-là? Alors il me semble que c'est en tout cas une manière dont la foi chrétienne a souvent avancé, c'est par de l'incarnation très concrète dans des projets, dans la solidarité, dans beaucoup d'autres domaines. Et sur ces questions de l'écologie qui posent la question de comment est-ce que j'habite, quel est mon écosystème, avec qui je crée des liens et comment je dure dans un lieu pour que d'autres puissent vivre après moi, c'est évident que cette question des lieux se pose encore plus nettement, encore plus franchement. Moi, j'ai l'impression, là, en ayant suivi un peu le processus en cours autour de Laudato Si, qui a été ce grand texte en 2015, où le pape François écrit une encyclique sociale, il le rappelle sans cesse en disant « Laudato Si est une encyclique sociale », ce n'est pas une encyclique écologiste d'abord, c'est une encyclique qui pose la question de comment habiter ensemble de manière plus juste, comment ce texte est rentré peu à peu dans le champ pastoral de nos églises, commence peu à peu à rejoindre à peu près toutes nos paroisses au bout de 5 ans, et on voit arriver en parallèle de plus en plus de gens qui disent « Bon, bah, si c'est ça aujourd'hui, un des aspects de l'engagement chrétien, alors essayons des choses, essayons de créer des lieux d'habitat partagés, essayons de créer des colocations intergénérationnelles, essayons de créer des petits villages où on recrée des liens ensemble plutôt que de laisser partir les gens dans des lieux sordides. » Et c'est ça qui va être très intéressant, et je pense que la question n'est pas tellement que tous nous devenions des écologistes convaincus avec notre carte au parti. D'ailleurs, de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc, ne courons pas à ça. L'unanimité n'est pas un processus chrétien. C'est au contraire l'hétérogénéité qui est intéressante dans nos communautés. C'est qu'on ne pense pas tous la même chose et on n'avance pas tous de la même manière. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et dans cette hétérogénéité-là, il fait susciter des postures prophétiques chez certains, à tout âge, c'est pas réservé aux jeunes, mais très souvent chez les plus jeunes qui ont encore cette énergie d'oser faire des choses. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on est à un moment où on fait des choix professionnels, des choix familiaux, des choix d'engagement personnel qui font qu'on va avoir un impact sur la société de consommation, cette force du consommateur que vous nommiez, et qui fait que quand un certain nombre de jeunes couples décident de ne plus aller dans tel supermarché ou de ne pas acheter ce type de maison, évidemment, le monde industriel qui est derrière le saisit très vite et va réagir. Et on devient des consomme-acteurs. On a une action très forte. Donc ces lieux vont être très intéressants et je souhaite souvent quand des gens nous disent « Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux agir? Moi, je ne suis pas écolo, c'est pas à mon âge que je vais commencer à faire des choses. » Je pense qu'une des choses que tous on pourrait faire et auxquelles on pourrait tous être attentifs, et d'ailleurs on le voit à la fin de Laudato Si, le pape François le dit dans une phrase, il faudrait que nous vivions tous de telle manière que chacun comprenne que ça vaille la peine, que notre vie, ça vaut la peine. Et on se retrouve face à des générations qui ont ce doute, de dire, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des enfants dans ce monde-là? Est-ce que ça vaut la peine de perdre tant d'énergie alors que tout est pollué, tout est foutu, tout est forcé par les grands groupes numériques, etc. Et le pape nous dit, si, au contraire, c'est maintenant qu'il faut qu'on montre que ça vaut la peine. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que avant de se poser la question est-ce que je suis écolo ou pas, c'est que chacun d'entre nous, je le dis de manière un peu comme ça, comme une espèce de slogan, mais je pense que ça peut nous aider à penser, il faudrait que chacun d'entre nous, on ait 4-5 personnes dans notre carnet d'adresses personnelles qu'on admire en termes d'engagement cohérent.
dans la solidarité, dans l'écologie, dans le lien intergénérationnel, dans le rapport aux outils numériques, etc. Des gens ont dit « Ah voilà, ça c'est inspirant pour moi ». Il faudrait qu'on les connaisse personnellement, ces gens-là, pour qu'on puisse dire à des plus jeunes qui sont un peu perdus et qui ne savent pas quel sens donner à leur vie, écoute, moi je ne sais pas trop, tu vois bien, moi-même je ne suis pas très cohérent sur tout ça, mais viens, on va aller voir ce chef d'entreprise. Viens, on va aller voir cet agriculteur qui essaie. Viens, on va aller voir cette colocation du Secours catholique ou d'autres mouvements. Et c'est en rencontrant ces gens-là que le sens va revenir. Merci beaucoup. Donc on rencontre, on dialogue. Et justement, à propos de dialogue, on va retrouver Arnaud et Pierre-Yves qui sont juste à côté de nous dans un autre studio et qui sont en train de, je crois, qui sont sous une avalanche de questions. Alors Arnaud, peut-être une première salve de questions pour nos invités. Bien volontiers. Alors cette première salve va s'adresser à Véronique Fayet, avec deux questions pour commencer. La première, dans votre ouvrage, dans La Révolution fraternelle, vous évoquez aussi le cri de la démocratie. Donc première question, pour vous, aujourd'hui, elle se situe où, la principale blessure de la démocratie? Et puis une deuxième question, le pape François utilise souvent le verbe « rêver ». Et par exemple, dans Fratelli Tutti, il dit « les rêves se construisent ensemble ». La question qui vous est posée, à vous, Véronique Fayet, c'est quel serait votre rêve le plus fou aujourd'hui pour reconstruire notre société? Il n'y a que vous, hein. Heureusement, c'est pas nous. Alors, principale blessure de la démocratie? Bien, je crois que la principale, la grande faille béante de la démocratie, c'est qu'elle n'écoute pas tous ceux qui sont petits, fragiles, pauvres. Et ça peut être aussi des gens très âgés aussi, qui n'ont plus de parole, plus de voix, qui n'existent plus dans l'espace public. Non seulement parce que pour certains ils ne votent plus, mais surtout il n'y a pas de parole. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, quand on réfléchit sur l'idée d'un revenu minimum pour les jeunes qui puissent les protéger, est-ce qu'on va discuter avec les jeunes, et notamment avec les jeunes les plus pauvres, avec ceux qui savent ce que c'est que de vivre sans rien, ou avec leurs parents? Ben non. Les choses vont se décider dans une espèce de stratosphère, comment il appelle ça, le pape? Absurdie, non. Dans la technocratie, une technocratie qui n'entend plus la parole des tout-petits. Voilà. Ceci dit, pendant la crise sanitaire, on a quand même un peu redécouvert on a quand même fait un effort pour les plus âgés, on a découvert l'importance du soin aux plus petits, à la vulnérabilité. Non, vous n'avez pas le sentiment que... Si, on progresse toujours, il y a toujours des belles choses qui arrivent, mais fondamentalement, dans la démocratie, ce qui compte, c'est de pouvoir prendre la parole quelque part. On l'a vu, nous, dans le grand débat qui a eu lieu après les Gilets jaunes. C'était organisé de telle sorte qu'une personne modeste, en difficulté, fragile, ne pouvait pas y participer. D'ailleurs, vous l'avez organisé. Du coup. Voilà, donc nous-mêmes, on a dû organiser, on a souhaité organiser à peu près 300 débats qui ont été d'une richesse extraordinaire, d'ailleurs qu'on a collecté précieusement et qu'on a transmis aux autorités et aux organisateurs du grand débat, à dire attention, il y a cette parole-là aussi de gens modestes, voire très très modestes, et qui ont des choses à dire, sur la frugalité subie, par exemple, tous les jours, mais qui ont sur la sobriété, qui ont des choses à dire. Donc effectivement, les associations essayent d'être les porte-parole des plus fragiles, mais le mieux, c'est qu'ils seront eux-mêmes autour de la table. D'accord. Voilà. Et votre rêve le plus fou ? Alors mon rêve le plus fou, ça serait qu'on fasse ensemble justement cette révolution fraternelle. Parce qu'on voit bien que il faut quand même renverser la table quand même. Il faut quand même changer profondément la façon dont le monde fonctionne. On marche sur la tête. Notre planète est complètement saccagée, massacrée, les inégalités augmentent, la pauvreté augmente. On voit bien que c'est complètement fou. Donc il faut renverser la table. Mais il faut le faire tous ensemble. Donc la révolution fraternelle, c'est pas peace and love, mais c'est quand même ensemble et avec la contribution de chacun, avec la contribution des plus fragiles d'abord, qui ont leur mot à dire et qui ont des idées, qui ont de l'énergie, qui ont du courage, mais aussi avec les idées des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des ouvriers, des employés, etc. Voilà, qu'on puisse avoir vraiment ce dialogue. C'est pour ça que c'est
proche de cette démocratie idéale qui donne la parole à tout le monde, dans laquelle on dialogue et où on arrive à des consensus qui font que le bien commun devient quelque chose de possible.